Donc ce sera un peu les objectifs de la session, c'est de refaire le point sur les indications pour la recherche d'Helicobacter pylori, de choisir la méthode diagnostique appropriée, et puis revoir les traitements d'éradication qui changent tous les 2 ou 3 ans, donc c'est difficile de suivre, et de revoir après le suivi du patient après un traitement d'éradication. Petit rappel sur les enjeux du diagnostic d'Helicobacter pylori, pourquoi ça nous intéresse, nous, gastro-entérologues. Alors déjà, c'est l'infection, je ne sais pas si vous le savez, mais la plus fréquente dans le monde. Il y a un déclin progressif dans les pays développés actuellement. On estime que la prévalence dans les pays occidentaux elle est d'environ 25%, ce qui reste quand même assez élevé. Et c'est par contre ce déclin progressif, il n'est pas vrai chez les personnes âgées de plus de 60 ans et chez la population immigrée de régions à forte prévalence. La transmission, elle est oro-orale dans l'enfance et la réinfestation à l'âge adulte, elle est très rare. Et pourquoi nous, gastro-entérologues, on s'excite un peu pour traiter l'Helicobacter pylori? C'est parce que c'est le principal facteur de risque d'adénocarcinome gastrique. Donc je vous ai remis ici la cascade de Correa, qui a été décrite en 1974, peu importe. Mais ce qui est important de noter, c'est donc qu'on va avoir une gastrite chronique à Helicobacter pylori, qui va ensuite donner des lésions prénéoplasiques, donc l'atrophie, la métaplasie intestinale, la dysplasie, puis l'adénocarcinome gastrique. Donc nous, en éradiquant l'Helicobacter pylori, on espère éviter cette cascade de Correa et d'aller vers l'adénocarcinome gastrique. Donc je rappelle en premier volet les indications de recherche d'Helicobacter pylori. Donc il y en a qui n'ont pas changé, que vous connaissez, c'est l'ulcère gastrique ou duodénal. Bien sûr, il faudra rechercher Helicobacter pylori. Un petit peu modifié, un petit peu plus subtil, donc c'était beaucoup discuté de rechercher Helicobacter pylori systématiquement avant tout traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ou aspirine à faible dose au long cours. En réalité, on va plutôt le chercher en cas d'antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal chez des patients chez qui on va prescrire ces anti-inflammatoires ou cette aspirine. On recherche également Helicobacter pylori dans les cas de patients qui présentent des dyspepsies, puisque ça peut être responsable de dyspepsie fonctionnelle. Et puis bien sûr dans le lymphome gastrique du Malte, puisque l'éradication d'Helicobacter pylori permet de guérir de nombreux lymphomes de Malte. Je voulais insister un petit peu plus sur ce point qui est méconnu parfois même par les gastro-entérologues, c'est qu'il faut penser à rechercher Helicobacter pylori chez les patients à facteur de risque de cancer gastrique. Ces patients, on n'y pense pas tout le temps, ce sont les personnes qui vont être apparentées au premier degré à un patient ayant eu un cancer de l'estomac. Je pense qu'il est important, en tous les cas pour nous, gastro-entérologues, de bien toujours les réinterroger si dans la famille il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu un cancer de l'estomac, auquel cas il faudra bien qu'on pense à dépister l'Helicobacter pylori, parce que ça a été prouvé, ils ont 2 fois plus de risque d'avoir de l'Helicobacter pylori et 2 fois plus de risque de présenter un cancer de l'estomac. Ensuite, il y a les patients un peu plus particuliers qui ont un syndrome de prédisposition au cancer digestif, les patients qui ont eu un traitement endoscopique, des lésions cancéreuses gastriques, mais ça on le fait plus spontanément, et puis les patients avec des lésions prénéoplasiques gastriques, on va en reparler ensuite. Et puis, ça les chirurgiens nous les adressent bien, ce sont les patients qui vont avoir un estomac exclu en cas de chirurgie bariatrique avec un bypass, et c'est vrai que là, ils nous les réfèrent bien pour qu'on recherche Helicobacter pylori. Et puis enfin, il y a les indications de recherche d'Helicobacter pylori, les indications un petit peu hors gastro-entérologie, qu'on a régulièrement, donc c'est les patients qui présentent une anémie ferriprive. En fait, c'est quand même dû à Helicobacter pylori puisque ça va être responsable d'une gastrite chronique atrophiante, donc ça va diminuer l'absorption du fer. Donc pour nous, c'est important de rechercher Helicobacter pylori. Pareil pour les patients avec une carence en vitamine B12 inexpliquée. Et puis, ça les internistes le recherchent bien, je pense. Nous, on ne le voit pas trop. C'est les patients qui ont un purpura thrombopénique immunologique de l'adulte, où il a été rapporté que ça pouvait être induit par l'Helicobacter pylori. Enfin, une indication qui a bougé, c'est le cas des patients qui sont sous IPP au long cours. Donc les anciennes recommandations disaient qu'il fallait qu'on recherche Helicobacter pylori chez ces patients. En réalité, aucun cas de cancer gastrique n'a été publié chez ces patients qui ont des IPP au long cours. Et puis, qu'est-ce que c'est avoir des IPP au long cours? C'est quoi? C'est 2, 3 ans, 4 ans, puis ça représente énormément. On sait qu'on prescrit beaucoup d'IPP. Du coup, les nouvelles recommandations de Maastricht 5 ne recommandent plus d'éradiquer l'Helicobacter pylori en cas de prise d'IPP. Maintenant, voyons un peu comment on fait le diagnostic de l'infection d'Helicobacter pylori. Donc là, j'ai fait un peu sous forme de questions, c'était pour que chacun participe, pour voilà, qu'on discute et comme ça on peut interagir.
Donc tout d'abord, dans quelle situation ici vous rechercheriez Helicobacter pylori par la réalisation d'une sérologie? En cas de contrôle d'éradication de l'Helicobacter pylori, est-ce qu'il y en a qui feraient? Non, personne? Ben, tout le monde a raison. Parce qu'il ne faut pas faire de sérologie en cas d'éradication d'Helicobacter pylori. Après avoir éradiqué, avoir donné un traitement, ça ne sert à rien, les anticorps persistent. Donc voilà, bravo. Est-ce que vous feriez une sérologie chez un patient qui est sous anti-inflammatoire ou aspirine, qui est asymptomatique, qui a un antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal, et chez qui, là, vous avez le dossier et vous ne savez pas si ça a vraiment été éradiqué, il ne sait pas vous répondre? Ben là, il faudrait, en effet, on peut faire une sérologie, il n'est pas symptomatique, on n'est pas obligé de faire une gastroscopie. La sérologie, ça nous répondra. Bon, j'ai dit les anticorps persistent quoi qu'il arrive, mais au moins on sait, s'il nous dit non, j'ai jamais eu de traitement antibiotique, ben on reverra après la conduite à tenir face à la sérologie, mais c'est intéressant de faire la sérologie et pas d'aller directement à la gastroscopie. Maintenant, est-ce que vous feriez la sérologie chez un patient qui a un antécédent familial de cancer gastrique au 1er degré et qui est jeune, moins de 40 ans, c'est jeune? Oui, très bien. On fait une sérologie, ça permet de dépister. Donc on verra après la conduite à tenir avec cette sérologie, mais c'est bien. Moins de 40 ans, on considère qu'il n'y a pas de risque de lésions prénéoplasiques type d'atrophie, métaplasie. Du coup, on peut se contenter on peut ne pas faire la gastroscopie. À plus de 40 ans, on verra. Là, il faudra qu'on fasse la gastroscopie pour rechercher ces lésions prénéoplasiques chez ces patients à risque. Chez un patient qui a du purpura thrombopénique immunologique, est-ce qu'on peut faire une sérologie? Oui, très bien, ça suffit. Et puis chez un patient qui a présenté un ulcère duodénal hémorragique, est-ce qu'il faut faire des sérologies? Est-ce qu'on peut se contenter de faire des sérologies? Là, je pense que les gastro-entérologues, on va dire non, alors qu'en fait, on peut. Nous, on va vouloir refaire la gastroscopie, parce qu'on est comme ça. Mais oui, on peut faire. Déjà parce qu'en période hémorragique, dans un ulcère duodénal, vous doutez bien que quand ça saigne à 3 h du matin, on ne va pas en plus s'amuser à faire des biopsies à la fin. Deuxièmement, nos biopsies, si on le fait en période hémorragique, peuvent être mises à défaut. En période hémorragique, on peut ne pas retrouver d'Helicobacter pylori. Et donc, un ulcère duodénal, ça ne se recontrôle pas en endoscopie, puisque ce n'est pas à risque de cancer gastrique comme les ulcères gastriques. Enfin, ce n'est pas à risque de cancer. Et donc, si on n'est pas obligé de refaire la gastroscopie de contrôle au patient pour vérifier que ça a bien cicatrisé, ben on peut se contenter de faire une sérologie. Donc voilà les bonnes réponses. Donc je vous avais dit, on revoit un petit peu qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ces sérologies. On ne va pas juste les demander et pas savoir les interpréter. Donc si ça revient négatif, la sérologie, ça a une excellente valeur prédictive négative. Donc on peut arrêter là, c'est bon, il n'a pas d'Helicobacter pylori, point barre. Si par contre c'est positif, ben là on ne peut pas se contenter de traiter sans regarder l'estomac, sans savoir s'il n'y a pas des lésions prénéoplasiques associées. Donc là il faudra qu'on fasse une gastroscopie avec des biopsies, on retrouvera l'Helicobacter pylori, on le traitera. Mais l'intérêt de la gastroscopie, c'est de dépister les lésions prénéoplasiques associées à cette gastrite chronique à Helicobacter pylori. Donc maintenant, le test respiratoire. Quand est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le propose pour un suivi de lymphome de Malte? Non, personne n'a d'idée. Bon, on ne le fait pas. Pour un suivi de lymphome de Malte, il faut faire une gastroscopie. Le test respiratoire, ça ne suffit pas. Maintenant, est-ce qu'on va le proposer chez un patient qui est asymptomatique, sous anti-inflammatoire ou aspirine, sans antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal? Donc là, on n'a pas besoin de le faire, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas d'indication à rechercher l'Helicobacter pylori, puisqu'il n'a pas d'antécédent d'ulcère gastrique ou duodénal. Et si on commençait à rechercher l'Helicobacter pylori chez tous les patients sous anti-inflammatoire ou aspirine, les biologistes seraient encore plus riches. Chez les patients avec un antécédent familial de cancer gastrique au 1er degré et de plus de 40 ans, est-ce qu'on peut faire le test d'éradication, le test respiratoire, pardon? On préfère faire une gastroscopie. Comme il a plus de 40 ans, on considère qu'il est à risque de présenter au niveau de son estomac des lésions prénéoplasiques. Donc il faut qu'on fasse la gastroscopie avec la recherche d'Helicobacter pylori, mais il faut qu'on jette un coup d'œil, nous. Et puis les anapathes. Chez un patient qui a une anémie avec carence martiale ou en vitamine B12, est-ce qu'on peut se contenter de faire juste le test respiratoire? Je pense que vu la formulation de ma question, non, il vaut mieux faire la gastroscopie. Et enfin, chez un patient qui a eu un traitement d'éradication Helicobacter pylori,
chez qui on ne va pas recontrôler en gastroscopie, par exemple, il a eu un ulcère duodénal, est-ce qu'il y a une indication à faire ce test respiratoire? Donc là, oui, c'est vraiment en systématique, après un traitement d'éradication. On va revoir après ce test respiratoire, mais là, c'est la seule indication, ici dans ma question. Donc ici, j'ai repris, pour résumer un petit peu, les indications pratiques des tests non invasifs. Donc non invasif, c'est quand on ne fait pas de gastroscopie. Donc en cas de prise récente d'antibiotiques de moins de 28 jours ou d'IPP de moins de 15 jours, il faut penser que nos biopsies et les tests respiratoires peuvent être mis à défaut et avoir des faux négatifs d'Helicobacter pylori. Du coup, la sérologie, c'est intéressant dans ce cas-là. En cas, là c'est important, enfin pour les gastro-entérologues, en tous les cas, moi en refaisant ce topo, je ne le fais pas systématique. En cas d'ulcère gastro-duodénal avec une gastrite chronique active, mais qui est Helicobacter pylori négative, eh ben, moi je disais que c'était négatif, point. Mais en fait, 95% des gastrites chroniques sont quand même dues à Helicobacter pylori. Donc on peut penser qu'on a été mis à défaut au niveau de l'anapathe parce que le patient a une gastrite atrophiante. Et donc là, c'est intéressant, du coup, chez ce patient où l'anapathe nous dit qu'il y a une gastrite chronique active, de faire la sérologie. Et puis si c'est positif, dans ce cas-là, on éradiquera Helicobacter pylori, certainement, parce que cette gastrite chronique, elle était due à Helicobacter pylori et qu'on a été mis en défaut. Donc chez un patient, je viens de le dire, en post-traitement, sans indication de gastroscopie, il faut faire un test respiratoire. Et puis ça, je pense que c'est plus les médecins généralistes qui ont parfois des patients chez qui il y aurait une indication à rechercher l'infection d'Helicobacter pylori. Le patient refuse absolument de nous voir pour faire une gastroscopie. Dans ce cas-là, on peut proposer le test respiratoire, ça a d'excellentes performances pré-traitement et post-traitement pour dépister l'Helicobacter pylori. Le seul souci du test respiratoire, c'est que ce n'est pas remboursé en pré-traitement. Donc ce sera de la poche du patient. Mais pourquoi on ne peut pas faire une sérologie en cas de refus de Là, le test respiratoire, c'est plus discriminant parce que si c'est négatif, le test respiratoire... Enfin, le test respiratoire... Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, là, mais... Ouais. On peut faire la sérologie aussi. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est plus souvent fait la sérologie, parce que là, il va falloir l'envoyer en laboratoire, récupérer le truc. Alors, maintenant, concernant le diagnostic de l'infection Helicobacter pylori. Dans quelle situation on va faire une endoscopie pour rechercher l'Helicobacter pylori par biopsie? Alors, dans un contrôle d'ulcère duodénal non compliqué, j'en ai un peu parlé, on peut se contenter de faire des sérologies. Après, il n'y a pas besoin de refaire la gastroscopie. En cas d'antécédent familial de cancer gastrique au premier degré chez un patient de plus de 40 ans, si j'étais assez claire, vous avez compris, il faut faire une gastroscopie. Avant un bypass, on fait une gastroscopie, les chirurgiens nous les adressent très bien. Pour une anémie avec carence martiale, on fera une gastroscopie. Et pareil, chez un patient qui présente une dyspepsie, qui a plus de 40 ans, on va quand même faire une gastroscopie et être sûr qu'il n'y ait pas autre chose, qu'il n'y ait pas un cancer, qu'il n'y ait pas d'ulcère, d'œsophagite. Donc voilà pour les indications de la gastroscopie. Donc ici, j'ai résumé les indications de la gastroscopie avec biopsie. Donc globalement, c'est chez tous les patients avec des symptômes digestifs hauts. J'ai inclus le syndrome ulcéreux, la dyspepsie chez un patient de plus de 40 ans ou avec des signes d'alarme comme la dysphagie, l'anémie, l'altération de l'état général. Et aussi chez les patients qui présentent une anémie fériprive ou une anémie en carence en vitamine B12. On fera également la gastroscopie chez les patients avec des facteurs de risque de cancer gastrique, donc les patients de plus de 40 ans avec un antécédent familial au premier degré d'adénocarcinome gastrique. On fera également une gastroscopie chez les patients avec un lymphome gastrique du Malte et en cas d'intervention bariatrique, puisqu'on va exclure une partie de l'estomac qu'on ne pourra plus surveiller. Donc l'intérêt de la gastroscopie, si vous m'avez bien compris, c'est surtout de rechercher les lésions prénéoplasiques, de rechercher cette atrophie, métaplasie, puis qui va évoluer vers la dysplasie et l'adénocarcinome. Maintenant pour le traitement, ça bouge tout le temps, c'est un peu difficile de se mettre à la page, donc c'était pour refaire un petit peu le point. Donc si vous avez un patient qui a besoin d'avoir une éradication d'Helicobacter pylori, en première ligne de traitement, qu'est-ce que vous proposez, sachant que ce patient n'a pas d'allergie à l'amoxicilline? Est-ce que vous proposez une quadrithérapie séquentielle de 10 jours? Je sais pas, bon, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. En tous les cas, pour ceux qui savaient ce que c'était, la quadrithérapie séquentielle de 10 jours, ça n'est plus recommandé. Ça a montré que c'était moins efficace que la quadrithérapie
concomitante de 14 jours. Donc maintenant, c'est ça, en première ligne, avec la quadrithérapie bismutée de 10 jours. Donc voilà, c'est les deux, quadrithérapie concomitante de 14 jours, quadrithérapie bismutée de 10 jours. Ça, c'est en traitement probabiliste si on ne dispose pas de culture ou de la PCR, qui a recherché la résistance à la clarithromycine. Si on a ces données, en culture ou en PCR, dans ce cas-là, on proposera une trithérapie de 10 jours adaptée aux résultats de la culture ou de la PCR. Donc c'était ça, les bonnes réponses. Pour la trithérapie adaptée, moi je vais être honnête, en tous les cas ici à la HNFC et au CHU, on ne fait pas trop. C'est pas hyper commode pour le gastro-entérologue, il faut mettre en milieu adapté, donc au porte-à-germe, et puis ça a un coût, et puis je pense que c'est un peu... il faut le faire que quand on est sûr qu'il y aura de l'Helicobacter pylori. Globalement, on devrait le faire chez les patients originaires de cette zone d'endémie ou les patients de plus de 60 ans. Mais c'est vrai qu'on ne le fait pas en systématique. Dans nos recommandations en gastroentérologie, c'est recommandé, mais actuellement, ce n'est pas obligatoire. Donc après, je ne sais pas trop comment ça se fait dans les autres régions. Quand j'en parle, je ne pense pas qu'on soit les seuls à ne pas faire en systématique la PCR ou la culture d'emblée. Donc maintenant, en cas d'échec d'un premier traitement, du premier traitement dont je viens de parler, chez un patient toujours qui n'est pas allergique à l'amoxicilline, qu'est-ce qu'on propose? Alors en fait, on va switcher. Donc soit on a fait une quadrithérapie concomitante, auquel cas on passe à une quadrithérapie bismutée, soit on a fait une quadrithérapie bismutée, auquel cas on passe non pas vers une quadrithérapie séquentielle qui est sortie des recommandations totalement, mais on passe à une quadrithérapie concomitante. Et puis sinon, si on dispose de l'antibiogramme sur culture, de la PCR, dans ce cas-là, on pourra proposer une trithérapie de 14 jours adaptée à ces résultats. Donc ici, j'ai résumé les traitements donc de l'infection Helicobacter pylori, ici en quadrithérapie probabiliste, donc quand on ne dispose pas de la culture ni de la PCR. Ce qu'il faut retenir en première ligne, soit la quadrithérapie concomitante. Donc je rappelle, IPP, amoxicilline 1 g x 2 par jour, clarithromycine 500 mg x 2 par jour, métronidazole 500 mg x 2 par jour. Soit c'est la quadrithérapie bismutée, et là il ne faut pas juste prescrire Pilera, il ne faut pas oublier l'oméprazole, sinon ça ne marche pas ou peu. D'accord? Donc ça c'est important. Et donc Pilera, ça c'est le labo qui vient et qui a bien marché, que maintenant on finit même par prescrire. En fait les deux sont recommandés, on peut choisir l'un ou l'autre. Et donc Pilera, ça a du bismuth, tétracycline, métronidazole. En deuxième ligne, si on est en échec, je rappelle quand même que globalement l'échec, en vrai on devrait avoir que 10% d'échecs. Dans la vraie vie, les gens ne suivent pas très bien leur traitement, donc on se retrouve plutôt avec 15% d'échecs. Donc je pense qu'il est important aussi, et ça c'est... La coopération entre les gastro-entérologues et la médecine de ville, il faut qu'on discute, il faut bien réussir à convaincre le patient de suivre son traitement. Et c'est vrai que nous, peut-être gastro-entérologues, on ne fait pas assez ça. On voit les patients en endoscopie, on leur a fait des prélèvements, on ne leur a pas forcément expliqué. J'ai les résultats d'ANAPAD 3 semaines plus tard, je lui envoie une ordonnance toute faite, et voilà. Et il doit prendre. Et le patient, il ne comprend pas, il a des effets secondaires quand même. Les traitements, dans 30 à 40% des cas, ça donne des effets secondaires. C'est pas grave, mais ça donne des effets secondaires. Donc le patient, il ne comprend pas pourquoi d'un coup, il reçoit des nouvelles de la gastro-entérologue qu'il a vu 5 minutes pour lui faire la gastroscopie. Et puis, du coup, il a un peu mal au ventre, il peut avoir un goût métallique avec la clarithromycine, avec le métronidazole. Bah, voilà, il arrête son traitement au bout de 3 jours, ça crée des résistances et on n'a pas éradiqué Helicobacter pylori. Donc je pense qu'on doit mieux communiquer et c'est une critique envers moi-même en premier. Mieux communiquer avec le médecin traitant et voilà, pour que le médecin traitant lui explique bien aussi l'enjeu, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas forcément tous les revoir en consultation, mais bien expliquer l'enjeu d'éradiquer Helicobacter pylori. Et oui, il y a des effets secondaires, mais ils ne sont pas graves et ça dure 10 ou 14 jours le traitement. Donc c'est bien expliquer l'enjeu pour ça. Bref, je reviens. Du coup, en deuxième ligne de traitement, si on a donné une quadrithérapie concomitante, alors on lui donnera du bismuth, 10 jours. Et si on a donné une quadrithérapie avec du bismuth, on donnera une quadrithérapie concomitante, 14 jours. Et puis là, s'il y a encore un échec, troisième ligne, là, il faudra nous renvoyer le patient pour une gastroscopie. Et cette fois-ci, on ne pourra pas. Il faut qu'on fasse la culture pour adapter mieux le traitement. Donc là, c'est en cas de traitement adapté quand on a accès aux sensibilités des antibiotiques. Donc c'est important de regarder la sensibilité à la clarithromycine. Si c'est sensible, on ne pourra mettre que 3 traitements. Les IPP, l'amoxicilline et la clarithromycine. Il n'y aura plus besoin du métronidazole.
Donc c'est un traitement de 10 jours dans ce cas-là. Si la clarithromycine est résistante, on s'intéressera au lévofloxacine. Est-ce que c'est sensible ou pas? Il y a quand même dans 15% des cas où c'est résistant. Et donc, si c'est sensible, on pourra mettre une trithérapie par IPP, amoxicilline et lévofloxacine. Par contre, si c'est résistant, on prendra le bismuth. Puis en cas d'échec, là on en rediscute avec un expert. Donc maintenant qu'on a vu le traitement, comment on contrôle si le patient il a bien pris son traitement antibiotique et si c'est bien éradiqué? Qu'est-ce que vous proposez du coup? Normalement, j'espère avoir été claire. Le test respiratoire, voilà. L'endoscopie systématique, dans tous les cas, non. Et quand est-ce qu'on fait ce test respiratoire? Eh bien ça, c'est important. Il ne faut surtout pas le faire pendant la prise d'IPP. Ça risque de donner des faux négatifs. Donc il faut bien penser, arrêter les IPP 15 jours avant de faire le test respiratoire et puis aussi 1 mois après la fin de l'antibiothérapie. Voilà. Donc ce sont les points forts. J'ai repris ici les indications. Donc l'ulcère gastro-duodénal, le lymphome de Malte, la dyspepsie, le traitement par anti-inflammatoire ou aspirine en cas d'antécédent d'ulcère, le facteur de risque de cancer gastrique, donc bien penser aux antécédents familiaux du patient avant un bypass, la carence en fer ou en vitamine B12 que vous connaissez, ou encore le purpura thrombopénique. Pour les méthodes de recherche d'Helicobacter pylori, on a donc la gastroscopie, qui doit être réalisée après 15 jours d'arrêt des IPP, qui a l'intérêt de pouvoir dépister les lésions prénéoplasiques. La sérologie, quand il n'y a pas d'indication à une gastroscopie, on peut la proposer, et elle doit être suivie d'une endoscopie en cas de sérologie positive. Et puis le test respiratoire, globalement, c'est pour contrôler l'éradication après traitement, et ne pas oublier d'arrêter les IPP et les antibiotiques. Et enfin, le traitement de l'infection Helicobacter pylori. Donc c'était pour insister que le traitement séquentiel n'est plus indiqué. Il a été remplacé par les quadrithérapies probabilistes avec un traitement concomitant de 14 jours ou une quadrithérapie de 10 jours à base de bismuth. Je vous invite à consulter ces 2 sites. Là, c'est le premier site, c'est sur le groupe d'études françaises des hélicobactères qui est très bien fait et qui se renouvelle régulièrement avec des fiches de traitement et les nouveautés. Et puis ici, c'est la fiche HAS sinon. Et je vous remercie de votre attention.